gens devaient aller voir Mitterrand, et c'était lui qui disait comme ça. Comme ça. Dans l'affaire de Taïwan, il y a quand même 12 ou 14 assassinats très clairs. On en est à 20. À 20, bon. Et le gars aussi qui commençait à s'occuper des affaires d'argent du côté de Basse-Cour, il faut quand même dire c'était Sarkozy. Oh, je vais vous dire ce qu'on reprochait à Roland Dumas. Ouais. Vous voulez que je vous le dise? Oui, oui. Il a fait une politique pro-arabe. Le premier financeur des partis politiques, c'était Omar Bongo. Il finançait tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Qu'il y ait eu un accord tacite droite-gauche pour éliminer Coluche, pour moi, ça ne fait pas de doute. Eh bien, je dirais de Human Bomb jusqu'à Mera, jusqu'à nos attentats actuels, on a des constantes dans ces opérations. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit sur metatv.org. C'est la saison 3 et on va continuer avec une émission exceptionnelle ce soir. D'abord un grand bonjour évidemment à la régie, un grand bonjour aux modératrolls connectés et un grand bonjour à tous les métanautes qui ont eu la patience. Désolé pour ce petit retard. En tout cas, ce soir, on va avoir deux invités avec nous. Donc Hubert Marty, bonsoir Hubert. Bonsoir. Donc vous êtes ancien commissaire à la SGDSN, c'est ça? Non, d'abord j'ai servi au renseignement généraux. Renseignements généraux, voilà, oui. Après je suis allé en Afrique. Et après l'Afrique, je suis revenu au SGDSN. Ouais. Et je m'occupais d'un service de coordination entre les services de renseignement sur la cybercriminalité, la sécurité informatique, la cryptologie. Et j'ai participé à de nombreuses réunions au sein du G8, à Europol, à Schengen, pour ce qui est de tous les échanges d'informations entre services. D'accord, on en reparlera. Et je vais aussi introduire avec nous Christine de Viéjoncourt. Bonsoir Christine. Donc vous êtes connue aussi pour avoir défrayé la chronique. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Défrayer la chronique, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, pour une affaire sur laquelle on va revenir, qui est une affaire d'État avec ce scandale Elf, les frégates de Taïwan, etc. Tout ça est un peu mêlé. On va essayer de démêler un peu parce que aux yeux du public, cette affaire est extrêmement compliquée et on en garde peut-être un certain souvenir qui n'est pas peut-être l'exacte vérité. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Alors, moi, je vais commencer peut-être par vous, Hubert, puisque vous êtes sur le plateau. Ouais. Vous nous avez expliqué que donc dans vos activités, donc vous avez eu des activités de renseignement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par expliquer quand même aux gens qu'est-ce que c'est que les services de renseignement, quelle est leur fonction, leur rôle, et comment tout ça est organisé, parce qu'on a l'impression, il y a l'image un peu, j'ai envie de dire, évidemment très ludique, très hollywoodienne, le service secret, James Bond 007 avec plein de petits gadgets, etc. Ouais. Mais au fond, puisque maintenant, on va dire, grâce aux révélations de Snowden, il est admis que l'État en fait exerce une forme de contrôle en fait quand même sur les citoyens et que ces services de renseignement jouent un rôle essentiel dans ce contrôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, les services de renseignement en France ont profondément changé. Moi, je faisais partie de 85 à 92 d'un service qui s'appelait les renseignements généraux, qui n'existe plus en France, sauf à la préfecture de police. La préfecture de police a gardé son service DRG. Le reste a été fusionné en 2008 avec la DST pour faire la DCRI et maintenant la DGSI. Alors, c'est pas qu'un changement de structure. Je dirais que c'est important parce que en France, globalement, on a un peu cassé, on a vraiment abîmé le renseignement humain au profit du renseignement électronique, électromagnétique. Dans le renseignement, vous avez deux techniques. Vous avez l'HUMINT, ce qu'on appelle Human Intelligence, et puis l'ELINT, ou le SIGINT, c'est-à-dire l'intelligence, le renseignement du signal ou des émissions des communications. En matière d'interception, les Américains ont une avancée considérable depuis très longtemps. Moi, quand j'étais au SGDN, on était un des seuls services avec la DGSE à avoir des rapports de travail direct avec la NSA, la National Security Agency, que maintenant le public connaît, mais qu'il y a 15 ou 20 ans, personne ne connaissait la The No Such Agency. Alors, tous les grands pays ont des services de renseignement, c'est normal, c'est obligatoire. Depuis la nuit des temps, tous les chefs d'État, tous les États ont des services de renseignement, les Grecs, les pharaons, l'Empire perse et tout. Il n'y a pas de structure sans service de renseignement. Maintenant, il faut savoir comment ils fonctionnent, quel est leur contrôle, quelle est leur finalité. Alors, sans s'engager dans un immense débat, je dirais, en France, longtemps, les services de renseignement ont travaillé uniquement sous la coupe de l'exécutif, sans contrôle parlementaire. Ça évolue.
ça évolue petit à petit sous l'influence américaine, parce que au Sénat, il y a une commission du renseignement qui contrôle sérieusement le budget, etc. Mais en fait, le lobby du renseignement est quand même très puissant. En France, on commence à s'y mettre, et regardez par exemple l'état d'urgence, il y a une commission de contrôle de l'Assemblée nationale dirigée par Urvoas qui essaye de vérifier qu'il n'y ait pas de dérive, mais on est à un début. Parce que jusqu'à présent, les services de renseignement, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, étaient complètement soumis au pouvoir exécutif. Ils pouvaient faire en gros ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient avec des mesures, je dirais parfois exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire que ça soit la DST ou la DGSE, outre le cadre juridique ordinaire, surtout quand on est en secret défense, DST ou DGSE, on peut faire des tas de choses illégales. Des faux passeports, des écoutes illicites, faire des perquisitions hors normes, donner des faux passeports, changer d'identité, faire des choses extraordinaires, parce que les services secrets sont capables de faire des choses époustouflantes. Par exemple, ils vous organisent des rendez-vous dans un appartement, vous avez rendez-vous dans un appartement, il y a des gens qui arrivent, etc. Tout le monde discute dans cet appartement, et quand tout est terminé, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien, l'appartement est vide, c'est fini, il n'y a plus personne, ça n'existe plus. Donc ce que vous voyez dans James Bond, c'est pas faux. Il y a des choses exactes, il y a des choses vraies. Alors, tout État doit se protéger vis-à-vis des menaces intérieures ou extérieures. Non, le problème, c'est depuis quand même, je dirais une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, il y a le problème que ces services, petit à petit, sont instrumentalisés au bénéfice de certaines puissances de l'ombre, je dirais, des gens qui tirent des ficelles, les grandes banques, les milieux financiers, les grands industriels de l'armement, qui ont la même mise sur les moyens de communication, sur les médias, etc. Donc, est-ce que vraiment les services secrets travaillent pour la démocratie ? Pas du tout. Enfin, moi, je ne crois pas du tout. Cette histoire-là, c'est vraiment de la fiction. Bon, alors. Comment les choses doivent évoluer? D'abord, les services secrets, il est là pour protéger la population. Essentiellement, c'est que on doit prévenir des guerres et on doit prévenir des attentats, des troubles, etc. Bon, le problème qu'on a quand même depuis le 11 septembre, vous savez que je conteste totalement l'explication officielle du 11 septembre depuis l'origine, et ça m'a valu des soucis. Ça vous a valu beaucoup de soucis. Beaucoup d'ennuis, mais j'avais raison. Puisque finalement, c'est 15 ans après qu'on voit les gens qui ont tort et qui ont raison. Quand j'ai dit que c'était une immense manipulation pour nous projeter dans la guerre des civilisations, dans les conflits pseudo-religieux, et qu'on allait vers des sociétés de plus en plus totalitaires, contrôlées et exorbitantes de droit commun, que nos libertés allaient disparaître, nous y sommes. On y est. Alors ce qui est désolant de voir, c'est qu'à un moment où on a développé les services de renseignement pour qu'ils nous protègent des menaces, mais maintenant, il y a quasiment plus de trimestres sans qu'il y ait d'attentats. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Avant, les services avaient moins de pouvoir, on faisait moins d'écoute, et les gens vivaient plus tranquillement. On a été en paix sociale. Donc, il y a quand même un paradoxe à dire aux citoyens, acceptez que vous ayez de moins en moins de liberté, ça va aller mieux, et ça va de pire en pire. Et pendant ce temps, les populations de nos pays s'appauvrissent, pendant que des fortunes colossales sont en train de se constituer partout sur la planète, et que les systèmes sont de moins en moins transparents, n'en déplaise à l'ONU et à l'OCDE, qui font toujours des belles réunions, on signe des belles conventions, mais la réalité, elle n'a rien à voir avec ça. Alors je dirais que la réalité, moi j'aime bien les James Bond, je suis un fanat, mais quand ils parlent qu'il y a toujours un spectre, des organisations terroristes, etc., je crois que c'est assez proche de la réalité, quelque part. Mais que les adversaires ne sont pas ceux qu'on désigne dans nos médias. Ils sont un peu différents. C'est un peu ça le problème. Alors, si on veut parler de la corruption, je dirais qu'en France, c'est un phénomène que globalement on nie. On n'en parle pas. C'est très tabou. C'est très tabou. On dit en France, la corruption, évidemment, les Russes sont très corrompus, c'est les pays africains, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est le monde arabe, enfin, c'est tout le monde sauf nous. Voilà. En gros, on était les chevaliers blancs du monde. Bon. On s'est rendu compte quand même à travers des grosses affaires dont Christine a été un peu le témoin. Ça me permettra de faire une transition après, justement. Voilà, on va en parler. Que ça soit avec l'affaire Elf, l'affaire Urbagraco, les fausses factures, l'affaire des frégates, qui est une affaire énorme, et puis d'autres affaires, l'affaire de Thomson, et puis le bradage de notre fleuron industriel. La France n'a plus de grands fleurons industriels. On a gardé l'automobile, mais bon, Renault a dû s'allier avec Nissan. En fait, on a dû s'allier avec d'autres groupes étrangers. Alors que, regardez la France des années 70 et celle de 2015, elle n'a plus rien à voir. Nous avions avant des fleurons qui permettaient à la France de produire. Et si on ne produit pas, on n'est pas indépendant.
Donc on a désorganisé notre industrie, on a bradé nos grands groupes pour être de plus en plus dépendants de pays étrangers dans ce qu'on appelle la mondialisation. Mais la mondialisation, excusez-nous, c'est une vaste arnaque. Hein. C'est la mondialisation de quoi ? Ben des bandits, des banques, des détournements, de la corruption. C'est ça la mondialisation. Donc quand les États étaient forts, ils pouvaient avoir encore des politiques nationales et les citoyens s'y retrouvaient. Ben, la mondialisation actuelle, plus personne s'y retrouve, sauf quelques grands groupes, des grands banquiers, des grands financiers qui, eux, tirent les ficelles et profitent un maximum de cette mondialisation. Le reste, on est tous, je dirais, l'image elle est un peu violente, mais on est tous un peu des esclaves du système. Quand je vois des films, des péplums de l'Antiquité, je dis, quelque part, on est revenu à ça. Il y a des empereurs, il y a leur cour, et puis il y a les millions de gens. L'Europe, la zone euro, quand même 400 millions de citoyens dont le niveau de vie globalement a baissé depuis 12 ans. Ouais. Personne ne le dit. On devait avoir le plein emploi, tout allait bien, on avait la prospérité, on a tout l'inverse. Enfin, le pouvoir d'achat qu'on a perdu en 13 ans, qui le gagne ? Il faudrait nous les expliquer ça. Il faudrait nous dire où va ce reste d'argent. Il y a bien des gens qui sont gagnants dans le système, sinon ils ne l'auraient pas fait. Voilà. Alors j'ai pris peut-être la parole un peu trop longuement, on va y revenir. On parlera aussi du fait que, par exemple, moi j'ai beaucoup enquêté sur l'affaire Bérégovoy, c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à la corruption. Je dis pourquoi M. Bérégovoy ne s'est pas suicidé, pourquoi globalement il a été suicidé avec la complicité énorme de la classe politique entière et des médias complets. Je pense que la réponse, elle est là. Elle est dans ce service central de prévention de la corruption. C'est ce qu'il voulait mettre en place, Bérégovoy. Il avait fait voter la loi de 92. Ouais. Il avait lui-même installé le premier service en février 93. Et 2 mois après, un coup de déprime, 2 balles au bord d'un canal, c'est fini. Et après la mort de Bérégovoy, ce service qui devait être un vrai service d'investigation est devenu un service croupion. C'est un service qui collecte des données, qui fait des analyses très très sympathiques, mais il n'y a pas du tout de service en France qui lutte vraiment contre la corruption. Il y a un service à Nanterre qui est censé le faire. Ouais. Mais quand on voit le nombre de gens qui se promènent dans service, qui font une garde à vue, 2 gardes à vue, 3 gardes à vue, je ne veux pas citer de nom, mais des gens qui collectionnent les gardes à vue et qui sont en liberté et qu'on voit la télé en toute impunité, je sais pas, alors, on peut se demander s'il y a vraiment une volonté réelle de lutter en France contre la corruption. Ah ben justement, ça me permet de faire une transition vers Christine. Christine, justement, la corruption, vous la dénoncez dans un livre, mais bon, c'est aussi un peu, on pourrait presque dire le combat d'une vie, puisque vous êtes au cœur de cette affaire Elf qui a éclaté donc dans les années 90, qui a mouillé, on va dire, beaucoup d'hommes politiques, on ne pourra pas tous les citer, mais beaucoup de gens ont été forcément, on va dire, touchés par cette affaire. Déjà, est-ce que vous pouvez, en synthétisant, parce qu'évidemment c'est assez compliqué, nous expliquer le cœur de cette affaire d'État? Voilà, alors, d'abord je voudrais... Ah, j'ai un écho, Eric. Ah, il y a un écho. Est-ce que ça vient de chez nous? Nous, on entend bien. Oui, vous entendez, ça va. Oui, là, ça va mieux. Ah, d'abord, voilà. je voudrais, pour revenir, ce que disait Hubert Marty, on ne parlait pas de corruption en France. Est-ce que vous vous souvenez que en 99, en 2000, j'ai commencé à faire la une de 3 quotidiens. En première page, Christine Devier-Joncourt, tous pourris. Et je me suis lancée dans le combat à ce moment-là. À mes risques et périls, je ne pensais pas que c'était aussi dangereux ce que je faisais là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens me le disent, mais on ne l'a jamais vraiment dit. Je suis la première personne en France qui a osé parler de la corruption politique. Ça m'a valu 3 années de cauchemar, 4, avec des gilets pare-balles, avec des contrats sur ma vie, avec des couvertures sur le siège des voitures pour ne pas attraper ça. Vous n'allez pas me contredire. On me disait qu'il valait mieux que je me protège. J'avais des anciens des services qui m'ont aidé, si je leur dois la vie, parce qu'il y a 20 morts autour de moi, des gens qui me disaient que j'allais mourir, et ils y ont passé. Et j'avais mon gilet pare-balles qu'on m'avait donné, on m'avait expliqué comment faire, j'avais une couverture sur le siège de la voiture, parce qu'on m'expliquait qu'on déposait des produits qui développaient des cancers fulgurants. Oui, tout à fait, absolument. Et quand je raconte ça, tout le monde me dit que je suis folle. Je ne suis pas folle et je l'ai vécu. Quand j'étais dans le parking public, je mettais la clé dans le contact. Je me disais, bon, ils ont pu trafiquer, je vais exploser. Je laissais mes enfants dehors pour pas qu'ils prennent de risques. J'ai vécu
3-4 années comme ça dans Paris. J'avais à la fin quitté la voiture et je faisais tout à vélo en prenant l'essence interne. Bon, enfin, pour en revenir à l'affaire, il y a effectivement l'affaire Elf, l'affaire Christine de Viejoncourt, Roland Dumas, Christine de Viejoncourt, et l'affaire des frégates. L'affaire Elf, moi je n'en fais pas partie. Je travaillais pour Elf, c'est sûr, pour les relations publiques entre le ministère des Affaires étrangères et Elf Aquitaine, puisqu'une maison comme Elf Aquitaine, une grosse compagnie comme ça, ne peut pas, pétrolière, ne peut pas travailler sans le ministère des Affaires étrangères. En général, il y a 4 à 5 ambassadeurs à la retraite qui font ce boulot. Moi, pendant 5 ans, je l'ai fait, et eux, ils sont partis un petit peu en vacances se reposer. Je l'ai fait, ce travail. Donc là, tout allait bien. Le problème, c'est qu'un jour, des gens de chez Thomson m'ont alpagué lors d'un voyage. Un monsieur, il m'a demandé si je pouvais déjeuner avec lui. Je suis allée à ce déjeuner parce qu'il avait l'air de connaître mon patron qui était Alfred Sirvin. Donc je suis allée à ce déjeuner, je me suis trouvée au dernier étage de la tour Elf avec tous les dirigeants de la tour Elf. Il manquait que monsieur Gomez, le président directeur général. C'est marrant, je le sentais derrière la porte en train d'écouter. Et pendant tout ce déjeuner, mais vous êtes assis, vous n'allez pas le croire, il parlait de ce fameux marché des frégates à Taïwan qui était bloqué par le ministère des Affaires étrangères, donc Roland Dumas. Pourquoi? Parce que du temps de Général de Gaulle, la France avait signé un contrat avec la Chine comme quoi jamais nous n'armerions Taïwan. C'est la guerre toujours entre Taïwan et Pékin. Donc, il ne voulait pas donner l'autorisation pour faire ce marché. Alors c'était un marché énorme, c'était le plus gros marché qu'a fait Thomson. Et en même temps, les chantiers navals de l'Orient étaient en train de déposer le bilan, il y avait du chômage partout, donc c'était important de le faire, d'aller jusqu'au bout de ce marché. Donc il parlait de ça à la table, tous ces messieurs, on était quoi, 7 ou 8 autour de moi, j'étais la seule femme, et moi je disais rien, je comprenais pas trop, c'était tout au début où je travaillais chez Elf, je comprenais pas trop ce que je faisais là, et à la fin du repas, ils m'ont expliqué qu'effectivement Roland Dumas était celui qui bloquait tout, que c'était très ennuyeux, qu'il fallait faire quelque chose, que comme je travaillais avec le Quai d'Orsay pour Elf Aquitaine, qu'il fallait que je voie. Bref, quand le déjeuner a été fini, moi j'ai très peu parlé, j'ai serré la main à tout le monde, je suis partie, et ce Tom qui était venu me chercher m'a ramené à la Porte-Maillot, et dans la voiture m'a dit: bon, ma petite dame, j'espère que vous avez compris. J'ai dit: compris quoi? Eh bien, vous allez dire à votre ministre qu'il y aura des valises sous la table, d'accord? Et là vraiment, c'est la première fois où j'ai compris ce qui se passait vraiment. J'avais déjà compris autre chose, c'est que comme je travaillais pour Elf et surtout sous les ordres d'Alfred Sirvin, Alfred Sirvin s'occupait des directeurs des relations humaines, mais c'était vraiment le numéro 2. Hein. C'était le numéro 2 de Elf. Hein. Oui, il faisait une énorme confiance et donc je pense que tous les problèmes africains, tout ça, Alfred Sirvin réglait tout ça. Et je me souviens, je crois que je l'ai dit dans un de mes livres, qu'un jour, il soulève le coffre de sa voiture, il y avait une couverture et dessous, il y avait 5 billets entassés. Je dis: Alfred, tu fais quoi avec cet argent? Il m'a dit: je fais le laitier. Il allait distribuer et après, je savais à qui, parce qu'il finissait par me le dire. Comme je n'avais pas de bureau chez Elf, parce que j'étais un peu la carte secrète d'Alfred pour ouvrir le Quai d'Orsay. Donc il ne me mêlait pas avec elle, ce qui m'a valu d'ailleurs un travail fictif, parce que comment je pouvais prouver que je travaillais? J'étais jamais, rarement chez elle. Donc voilà. Donc là, ça a été le moment où on m'a demandé, puisqu'après Thomson est allé voir Elf, ils se sont arrangés, ils ont fait un contrat de joint venture pour faire aboutir ce projet et ils ont travaillé ensemble. Et là, Alfred m'a dit: tu vas travailler avec notre réseau que Thomson n'a pas, le réseau Elf, et tu vas faire partie de ce réseau pour aider Thomson à signer ce contrat. Et tu vas y aller. Et quand j'ai commencé à aller voir le ministre Roland Dumas, il m'a dit: mais vous travaillez pour Elf, vous ne travaillez pas pour Thomson. C'est non. Et là, il m'a expliqué que c'était bien verrouillé, qu'il ne fallait pas froisser Pékin, ça risquait rompre les relations diplomatiques que nous avions avec ce pays, et que c'était impossible. Pendant un an, j'ai fait un forcing sans arrêt, pour que se développe, pour qu'on réussisse en train. Et au bout d'un an, après un voyage en Chine, où j'ai accompagné Roland Dumas,
On est revenu et le marché s'est fait. Il s'est arrangé là-bas, il n'a pas parlé de Tiananmen, bien sûr, ça a été reproché par les journaux en France, mais on a signé ce contrat et c'est là que tous les malheurs sont arrivés. Mais là, ça c'est long à expliquer, moi je veux bien, mais on peut peut-être laisser un peu la parole à Monsieur Marty, parce que là c'est là que toute l'affaire a explosé. Et alors, parce que là, oui, voilà. Oui. Alors c'est très bien le témoignage que nous a donné Christine. Il faut expliquer quand même une chose. Oui. Dans les marchés internationaux, il est admis qu'il y a des commissions. Les commissions sont légales. Elles sont admises par le droit commercial international, qui est qu'on donne une commission à un tel pour avoir un marché, c'est normal. Ce qui est en revanche complètement illégal et illicite, ce sont les rétrocommissions. Qui vont dans la poche des gens qui nous. Voilà, c'est-à-dire que rétrocommission explique. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai plus le montant parce que le problème des frégates, c'était de la livraison de 5 frégates de type Lafayette. 6 frégates de type Lafayette. Le montant du marché global à un moment, je ne sais plus quand il était, je ne veux pas dire de bêtises, mais après, en 2 ans, il a été réévalué mais de façon considérable. Parce que je vais vous dire, il y a eu tellement de soucis avec Pékin que Pékin a accepté en imposant que nous livrions les coques vides. Ah bon? Donc les coques vides sont parties ailleurs, avant Taïwan, dans un autre pays. Dans un autre pays, d'accord. Mais le marché... Et là, on les a armés là-bas. Ce qui fait que les premières 6 frégates, c'était coques vides. Donc ça faisait, je sais que le réseau ELF avait sur ces coques vides 60 millions de francs. Non, qu'est-ce que je dis? 600 millions de francs sur ça. Et après, ça a été armé, donc ça a gonflé, ça a été énorme. En tout cas, en rétrocommission. Donc l'argent qui est revenu dans les poches des politiques en France, c'est l'ordre de 4 milliards de francs. 4 milliards de francs, c'est colossal. C'est colossal, c'est énorme. Et c'est à partir... Alors, d'abord, l'environnement politique, Christine explique qu'effectivement, Thomson a fait le forcing pour que Roland Dumas donne son accord, parce qu'il était contre. Comme c'est un fin diplomate, il a très bien tourné ça pour que Pékin ne se froisse pas. Et ils ont fait une protestation, mais à la chinoise, c'est-à-dire sans vraiment la faire, en disant oui, on n'est pas d'accord, ça nous gêne un petit peu, etc. Mais les Chinois, attendez, c'est une vieille civilisation, hein, ils sont très malins. Donc, ils n'ont pas peur de voir les gens s'enfoncer dans la corruption, après pour mieux influer sur eux, en disant voilà, on vous a laissé faire sur Taïwan. Et remarquez que maintenant, les choses évoluent, puisque maintenant, les 2 dirigeants chinois se sont rencontrés il y a un mois et demi. Donc, ça bouge. Mais à l'époque, il y a 25 ans, c'était complètement sclérosé. Alors on voulait vendre ces frégates. Si ça n'avait pas été la France, je crois que je ne sais pas si c'est les Américains qui les auraient vendues. Parce qu'il faut dire une chose aussi, c'est qu'elle a dit, elle expliquait qu'à Lorient, comme à Saint-Nazaire, il y a des gens qui dépendent des marchés et les marchés, il faut essayer de les avoir. Il n'est pas question de faire de l'angélisme. On ne peut pas faire l'angélisme. Il faut vendre, il faut produire, etc. Ce qui est dérangeant, c'est les millions, les milliards qui retombent dans les mains de nos politiques, qui fait après que nos hommes politiques ne sont plus français, ne défendent plus notre pays, ils sont à la solde de d'autres intérêts. Et c'est tout le monde qui est pardon dans la corruption comme ça. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'après, les gens, ils ne sont plus du tout dépendants de leurs électeurs, ils sont dépendants de ceux qui gèrent leurs comptes à l'étranger. C'est ça qui... Parce que ça, c'est considérable quand même, 4 milliards de francs. Alors pour les jeunes, ça fait 600 millions d'euros. C'est énorme. C'est colossal. Et je dirais qu'à la même époque, on a parlé de l'affaire Elf. Bon, alors, l'affaire Elf, pour la résumer, parlons-en. Je peux y aller là. Ce que je sais. Vous savez, moi, ce que j'ai compris, Elf, en fait, depuis 61, c'était la banque de l'État. Oui. D'accord. Bien sûr. D'accord. Qui payait d'ailleurs les services. Bien sûr. La SDEC était payée essentiellement par Elf. Et quand Loïc Le Floch, qui a dû, je vais en choquer beaucoup, mais qui a dû être l'homme le plus honnête. Je pense, oui, bien sûr. Vous savez ce que m'a dit Sirvan? Sirvan travaillait avec lui avant qu'il soit nommé à la tête de Elf. Il était président-directeur général de Rand Poulenc. De Rand Poulenc, oui. Et Alfred Sirvan était conseiller à la présidence. Et Alfred Sirvan, quand il est arrivé, donc ils sont arrivés tous les deux chez elle, puisque Sirvan l'a poussé, que moi aussi j'ai fait ce travail auprès de Dumas et de Mitterrand pour qu'on le mette sur le trône. Et Sirvan me disait, tu sais, il va falloir qu'ils s'y mettent Lolo. Oui.
Tu sais pourquoi il a été viré de Rand-Poulenc? Parce qu'il ne donnait pas d'argent politique. Parce qu'il est trop honnête, ce couillon. Alors, tant qu'il est chez Elf, il va falloir qu'il comprenne une chose. C'est que quand tu arrives chez Elf Aquitaine, tu rentres dans le Concorde. D'accord? Tu as une cabine de pilotage et tu as les boutons. Il faut rien changer. Ok? D'accord. Simplement, il m'a expliqué aussi autre chose. Paix à son âme, ce Sirvin. J'ai appris beaucoup avec lui. Il m'a expliqué aussi une chose. Il me disait, tu sais, depuis 61 jusqu'à 89, c'était la droite. C'était toujours des gens de droite qui avaient le monopole, qui menaient. Bien sûr. D'un seul coup, on voit un socialiste. Et les socialistes n'avaient pas beaucoup d'affaires. Mais bon, on a mis le floc. Et c'est vrai que même Mitterrand et même Cresson à l'époque avaient dit à Roland, on veut pas de cet imbécile. Il est pas bon, il est pas si. Et j'étais allée le répéter à Sirvin. Sirvin me dit, et alors? On a contre toi, canasson à mettre. Non, alors on mettra celui-là. Mais quand il y a été sur le trône, eh bien, il a fallu qu'il se plie. Bien sûr. Et là, ils sont devenus fous. Parce qu'il y avait, par exemple, juste un petit exemple, il y avait, dans les comptes, il y avait une somme énorme qui était de l'ordre de 200 000 francs de salaire mensuel versé à un mec. Ils vont voir ce mec, qui c'est ce mec? Mais ce mec, il n'est pas dans Elf, on ne sait pas qui c'est, on ne l'a jamais vu. Parce que son père était un ancien d'Elf qui avait fait des trucs en Afrique et tout ça, mais qui était mort. Alors le fils, on continuait à donner le salaire du père. Et tout était comme ça. Ça n'était que de la corruption. Alors quand je vois qu'on a fichu ce pauvre Loïc, que Eva Joly, alors celle-là on en reparlera quand vous voulez, avant minuit, on a le temps. Mais quand je vois le mal qu'on lui a fait, c'est probablement, vous savez, si on compare avec l'affaire Chalandon et des avions renifleurs, mais Loïc, c'est rien, c'est un microbe à côté dans la corruption. Je peux vous parler de Loïc parce qu'il se trouve que je le connais, on a passé une soirée ensemble, on a beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui est dévoué à l'industrie. Lui, c'est l'industrie son métier. C'est la chimie, etc. Voilà. C'est un gars qui a une vraie vision. Il veut que la France redevienne compétitive, qu'on ait une grande industrie. Et quand on le bombarde à Elf, il arrive dans un milieu ultra politisé. Et en fait, la mission qu'on attendait de lui, parce que, comme elle a dit Christine, Elf, c'était la pompe Afrique, la pompe à... Celle qui arrosait l'État, c'est ça. Non, elle finançait pas n'importe qui. Il finançait le SDEC, tous les services de renseignement sur l'Afrique. Et à un moment, ils étaient quand même très proches du SAC aussi pendant les années 70. C'était quand même le service. J'ai fait des voyages avec l'avion Elf en Afrique. Je veux dire que c'est pas triste. Hein, parce que les soutes de l'avion, elles étaient pleines. Hein. Plein d'argent, hein, plein d'argent. Bien sûr, bien sûr. Et alors, quand Loïc arrive en fait à la tête d'Elf, sa mission, c'est de continuer à arroser la droite, mais aussi d'arroser le Parti socialiste. Il faut équilibrer dans les deux grands partis. Voilà, c'est ce que m'a expliqué Alfred. Voilà. Alors celui qui donnait les sacs à la droite, c'était André Tarallo. Et Sirvin, lui, il était chargé d'être le Tarallo du Parti socialiste. D'accord. C'était lui qui prenait les trucs en disant... Et les sommes, moi je peux dire que j'ai quand même des infos assez précises, tous les 2 mois, le Floch Prigent devait aller voir Mitterrand, et c'était lui qui disait, comme ça, sans en avoir l'air, mais il adoubait le fait que Elf finançait la droite et la gauche, des deux côtés, chacun. Tout à fait. Et jusqu'à ce que, finalement, celui qui a foutu le bordel là-dessus, et puis paix aussi à son âme, c'est le successeur de Le Floch, c'est Philippe Jaffray, qui a voulu faire, soi-disant, du ménage, et qui n'a fait... Là, moi, j'en sais plus que vous. Oh, mais j'en doute pas, je n'en doute pas. Je sais pas si on peut y aller, on peut le dire. Ah bah allons-y, hein. Bon. Alors, vous allez en apprendre. Bon. Donc, je vais apprendre des choses à Monsieur Marty. Ah oui, pas de souci. Quand Jaffray arrive. Oui, 93. Équipe Elf s'en va. Mais à cette époque, vous savez que quand on a eu fini, c'est lié. Quand on a eu vendu les frégates, Thomson a refusé de payer les 1% du marché. De rétrocommission. De rétrocommission du marché. Allez. Les 1%, non, 1% du marché. Du marché. Ah, revenez au réseau Elf avec un contrat signé dans la banque. Parce qu'elle fallait faciliter le marché, donc ils avaient droit à 1%. 1%. D'accord. Ok, sur tout le marché. Et là, Gomez ne veut plus payer. Sirvin, grande colère. Et là, un jour, Roland Dumas me dit en riant,
Eh bien, on était donc en 91, mai-juin 91. Et là, il me dit, eh bien, dis donc, le réseau Elf, vous n'êtes pas... Ce que je lui raconte. Et je lui dis, le réseau Elf, ils sont furieux, Thomson ne veut plus payer. Il me dit, bah, pourtant, je peux vous dire qu'en ce moment, il y en a qui touchent le paquet. Hein. Et je lui dis, comment vous le savez? Il me dit, par Charras. Oui. Puis vous savez que les rétrocommissions sont... Bien sûr. Ministère du budget. D'accord, Michel Charras, pour bien ceux sûr, qui... bien sûr. Plus tard, d'ailleurs, Roland m'a dit, il a toute la liste de tous ceux qui ont touché. J'ai dit, où elle est cette liste? Il me dit, il l'a enterrée dans son jardin à la campagne. Moi, je crois que Bérégovoy, elle avait aussi cette liste. Je pense. Aïe, aïe, aïe. Ah, je comprends mieux les choses. Voilà. Il avait cette liste. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Eh bien, Fred, fou de rage, furieux, parce que quand même, on a bossé là-dessus. Moi, je sais le boulot que j'ai fait pendant 1 an, sans arrêt, les frégates. OK? Il porte plainte au tribunal arbitral international de Genève. Ouais. Ils vont au procès. Et là, bien sûr, quand vous versez des commissions à hauteur de 4 milliards, je trouve que c'est quand même hyper imprudent de laisser porter Alfred l'affaire en pleine lumière dans un tribunal arbitral international. C'est de la folie. J'ai eu plein de journalistes qui venaient me voir quand je suis sortie de prison, qui me disaient, mais pourquoi Thomson n'a pas voulu payer? Pourquoi il n'a pas voulu payer? Il m'a fallu... Je l'ai appris il y a 6 ou 7 ans, je le savais. Et là, je ne sais pas si je pourrais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est allé en avant chercher l'argent du réseau Elf. Et donc, Gomez ne pouvait pas payer 2 fois. Et bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a gagné, le réseau Elf a gagné, normal, il avait fait le boulot, ok. Et là, il y a un huissier de Lausanne qui part dans la tour Thomson à la Défense pour chercher l'argent du réseau Elf. Il y a Gomez qui, en amont, avait versé les 4 milliards. Il y a eu de l'argent dans les caisses pour à nouveau payer ce pauvre réseau Elf. D'accord? On lui avait pompé l'argent pour un autre politique, je vous le dis. Et un très haut placé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Eva Joly, qui commençait à s'intéresser à Elf. Et après, je vous raconterai pourquoi elle s'intéresse à Elf. S'intéresser à Elf. Il a appelé et il a dit tentative d'escroquerie du réseau Elf. Voilà. Donc c'est Gomez chef d'inculpation supplémentaire, puisque moi j'étais dans le réseau Elf. Quand le floc est parti, que Jaffray est arrivé, on était en pleine bagarre à ce tribunal. C'est-à-dire qu'il y avait ce procès entre Thomson et Elf. D'accord? Et quand Jaffray est arrivé, on était encore en procès. Donc, qu'est-ce qu'a fait Gomez? Ça sentit mauvais pour lui. Il avait quand même versé beaucoup de rétrocommissions. Van Ringbeck a dit, parce que lui, il a ouvert le dossier, contrairement à Evachki, il a dit que c'était le plus gros scandale de la Ve République en nombre de morts et en détournement d'argent, ce qui est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la place d'Alfred Sirvin, on a nommé une dame qui s'appelle Geneviève Gomez. Elle n'est autre que la sœur d'Alain Gomez. Et Geneviève Gomez donc prend la place d'Alfred. Alfred à l'époque me dit, oh là là, ça va être un bazar, ils s'en doutaient. Je ne sais pas si je peux rentrer dans la vie privée des gens. Je crois que je ne peux pas aller jusque là. Mais elle était bien placée auprès du président. Ah oui, Ce qui fait que c'est, voilà, ce qui fait que c'est, mais très bien placée. Ce qui fait que Gomez rentrait dans Elf. D'accord. Voilà. Très bien. Et je vais vous dire même, je n'en veux même pas à ma partie civile, à notre partie civile qui s'appelle Philippe Jaffray. Il était manipulé. Probablement, oui. Il part très vite, hein. Ouais. Alors, comme vous l'avez dit, Christine, vous avez bien fait d'être prudente avec votre voiture parce qu'on peut mettre des substances qui vous provoquent des cancers foudroyants. On provoque aussi des crises cardiaques, c'est très facile. Et Alfred est mort brutalement d'une crise cardiaque. Oui, mais je sais pourquoi il est mort. Et je sais comment ça s'est passé. D'accord. Donc c'est une crise cardiaque provoquée quand même. On l'a tué, il avait rendez-vous. Il est mort le dimanche, il a rendez-vous le mardi à Paris avec quelqu'un qui avait fait de la prison avec lui, qui m'a appelé pour me dire. Et il voulait régler le compte. Il était fâché contre 2 ou 3 personnes qui l'avaient foutu dans cette situation. Parce que quand il est parti, Alfred, moi je suis allée le voir à Genève avant son départ. Il m'a dit, tu sais, ça m'ennuie à mon âge de partir dans les Philippines, je sais pas où. Il m'a dit, parce que tu sais, si je pars, c'est parce qu'ils m'y poussent tous. Oui, c'est comme Schiller qui est parti
qui est parti à Saint-Domingue pour se réfugier après l'Aster HLM des Hauts-de-Seine. Bon, on parlait de morts violentes. Il y en a quand même, dans l'affaire de Taïwan, il y a quand même 12 ou 14 assassinats très clairs. On en est à 20. À 20, bon. Mais il y a aussi, regardez par exemple, le juge Jean-Pierre, il a eu quand même aussi un cancer foudroyant. Le juge Jean-Pierre m'a aidé dans cette affaire. Ouais, je suis allée le voir. Et il a eu un cancer foudroyant, ce juge. Oui. Bon. Je sais. Ouais. Ils l'ont tué. Il avait écrit un livre quand même. Oui, il avait écrit un bouquin, oui. Sur les frégates à Taïwan. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Oh, je l'ai là dans la bibliothèque. Il l'avait lu et on l'avait beaucoup aidé avec mon avocate. On l'avait beaucoup aidé pour avancer dans l'écriture de son livre. Ouais. Et moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé en 2005, quand Van Ruymbeke commençait à travailler bien avancé sur les frégates. Je l'ai appelé pour lui dire que je sortais un livre qui allait booster derrière, qui s'appelle Corruption, une affaire d'État, qui allait booster le travail de Van Ruymbeke derrière. Et j'entends une voix, et je ne le reconnais pas. Je lui dis... Thierry, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, je suis au Mans dans un hôpital. Oh, j'en ai plus pour très longtemps. Mais je dis, mais qu'est-ce qui vous... Alors qu'il était en pleine forme 4 jours avant. Quoi. Donc ça, c'est possible, c'est-à-dire, ils ont les moyens de faire... Non, parce que tous les fois, on explique ça, mais bon, ça paraît comme ça, c'est incroyable. Donc. Tous les services secrets savent éliminer des gens. Quand le chef de l'État, un grand dirigeant, le patron d'un service décide de éliminer tel ou tel adversaire. Tirer dessus, c'est grossier. Provoquer un accident, c'est un peu plus fin. Mais provoquer une maladie foudroyante, que ce soit une crise cardiaque... Attendez, vous avez bien les tentatives d'assassinat au polonium. Vous savez que vous avez en Ukraine, vous avez bien vu qu'il y a eu 2 chefs d'État qui ont été défigurés par empoisonnement. Il n'y a pas que dans l'Est que ça existe dans le monde entier. On peut éliminer des gens gênants à tel moment. Donc Alfred, je pense qu'il a été victime de ça. Il y en a qui a été... Alors ça, c'est une affaire incroyable. Vous savez, en 2000, je commence à écrire un livre qui s'appelait Opération Bravo, qui raconte, c'est assez technique, mais ça parle tout du marché d'armement en France, et j'ai besoin d'investiguer. Vous savez que Eva Joly m'a mis des interdictions partout et c'est pas simple. Et puis là, à ce moment-là, c'est la guerre. Pour moi, c'est très dur. Et par des amis qui veulent bien m'aider, on me fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Thierry Imbaud. Oui, le fils du général. Qui est le fils du général Imbaud, qui était le patron des services. Bien sûr. Et cet homme, on me l'envoie, on me le fait rencontrer dans un hall d'hôtel. Et je commence à lui parler de ma crainte d'aller au casse-pipe, de me prendre 15 ans ou 20 ans de tôle, parce que je ne peux pas expliquer cet argent qui a été viré sur mon compte et qui n'était pas pour moi. Et je ne peux pas vous dire le nom là, mais bientôt je pourrai le dire si TEPA me réinvite. Vous pouvez garder du secret. On peut garder du secret ce soir, on n'est pas obligé de tout dire. Donc, je lui dis, si on n'ouvre pas le dossier des frégates, je suis foutue. C'est là qu'est l'argent que Eva Joly me reproche, la justice me reproche. Il faut ouvrir le dossier. Et je commence à lui raconter le dossier des frégates. Et cet homme me dit, oh là là, mais ne me raconte pas le tout. J'y étais en poste. J'étais responsable économique à cette époque. Et on m'a envoyé à Taïwan au moment où se faisaient les rétrocommissions, où cet argent était renvoyé en France dans les poches de... une quinzaine de personnes. Et j'ai les noms, c'est Roland Dumas qui me les a donnés. Bon, bref. Et je tombe enfin, je me sens tellement seule à l'époque, 7 avocats épuisés qui faisaient la défense des pourris et qui m'enfonçaient un peu plus. J'étais vraiment l'horreur, quoi. C'est un cauchemar. Enfin, j'ai quelqu'un qui me parle des frégates et on dit les noms, il a les mêmes que moi. Et il me regarde, il me dit, vous savez, vous êtes foutus ici. Moi, j'ai dit, c'est bien d'avoir fait tout ce voyage parce qu'il est arrivé des États-Unis, tout ce voyage pour me dire ça. Il m'a dit, vous avez la presse contre vous, les politiques contre vous, la justice contre vous, vous ne vous en sortirez pas. Je dis, mais et vous? Mais il me dit, moi, j'ai quitté, je ne travaille plus pour les services français, je fais du business en Asie et je suis mariée avec une Américaine qui est enceinte, qui était enceinte de notre deuxième enfant et qui était pressentie pour être porte-parole à la Maison Blanche de Clinton. Et comme elle était enceinte, elle n'a pas voulu, ils lui ont donné la rédacteur en chef de CNN, ce qui équivaut au poste supérieur. Il m'a dit, écoutez, moi je peux vous proposer quelque chose pour vous en sortir. Depuis que Jaffray est nommé, je ne le savais pas,
j'avais tellement d'autres chats à fouetter, 50% de Elf a été vendu 49 ou 51, je ne sais plus. D'Elf ont été vendus à des fonds de pension américains. Clinton veut savoir s'ils appartiennent aux démocrates ou aux républicains. C'est moi qui suis chargée d'enquêter. S'il s'avère que ça appartient aux républicains, vous avez tapis rouge à CNN pour venir dézinguer Elf. Je lui ai dit, vous êtes bien gentil, mais je dézingue comment? Il m'a dit, qui est votre parti civil? C'est Jaffray. Vous allez voir Jaffray et vous lui demandez de lever la plainte contre vous, moyennant quoi vous allez sur CNN. J'ai demandé 2 jours de réflexion et j'ai dit, écoutez, je lui ai simplement demandé, vous travaillez pour qui? Il m'a regardé, il m'a dit, en tout cas, plus pour la France. Il m'a dit, elle m'a trop déçu. Voilà, je finis. Cet homme, je lui l'appelle et je lui dis que je ne le ferai pas. Il me dit, eh bien, bonne chance. Il a raccroché. J'ai continué à écrire et j'avais vraiment besoin de lui. Il n'a jamais voulu me reparler. Et puis, en 2001, j'ai un journaliste français qui m'appelle et qui me dit, il faut que je te parle absolument. Je le reçois chez moi, il tremblait. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai rendez-vous demain matin avec Thierry Imbeau. Thierry Imbeau, je savais s'il avait rendez-vous avec un journaliste, c'était pour balancer les 15 à 20 noms de ceux qui ont touché les 4 millions en France. J'ai dit, mon Dieu, il voulait manger les pare-balles tellement il avait la trouille. J'ai dit, mais il est là. Il m'a dit, oui, il s'installe à Paris, rue Jean Goujon. Sa femme quitte CNN et elle prend la direction des Halles Tribunes en France, à Paris. Il est en train d'aménager, il reçoit les caisses et tout. Et voilà, j'ai dit, écoute, bonne chance. Le lendemain, il est tombé de sa balustrade. Ça, à 11h du soir, ils l'ont balancé par la fenêtre dans la cour en bas. La police est venue et ils ont dit, oh bah oui, c'est un suicide, et ils sont allés boire un coup en face. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gens qui m'avaient présenté à Thierry, j'ai essayé de les recontacter. J'irai l'homme qui m'avait, je peux pas dire qui c'est bien sûr, m'a reçu dans un parking. Je lui ai dit, j'ai besoin d'une photo de Thierry parce que je voulais faire passer des choses sur Elf Aquitaine International Genève où la sœur de Gomez faisait du grabuge. Donc je voulais faire passer un article là-dessus parce que j'étais allée investiguer à Genève et je voulais qu'au moins on me passe cet article. Et en contrepartie, le journal, le quotidien, le hebdo, me demandait une photo d'Imbeau si je pouvais. Donc il m'a donné la petite photo en noir et blanc dans le parking. Et il m'a dit, sur le cercueil de Thierry, je demanderai au général Imbeau de jurer de venger. J'ai tué. Quelques jours après, dans la presse, le général Imbeau déclarait que son fils était suicidé. Puis quelques années après, dans le dossier des frégates qui fait 5 mètres de haut chez mon avocate, j'ai trouvé devant Van Weinbeck la déposition du général Imbeau qui dit « Ils ont tué mon fils ». Parce qu'il allait dévoiler le nom de ceux qui ont touché sur les frégates de Taïwan. Ça fait froid dans le dos, hein. Quand on entend ça, ça fait froid dans le dos. Et vous avez navigué, Christine, dans un milieu très très dangereux. Vous savez, je suis la seule, mon avocate me dit souvent, fais attention, tu es la seule survivante de l'affaire des frégates de Taïwan. Oui, parce que là, il y a des assassinats politiques. Bien sûr. Alors, est-ce que 20 ans après, parce que tous ces événements dont on parle, la mort de Thierry, c'est 2001. 2001, voilà. Tout c'est en octobre, hein, je crois que c'était il me semble que c'était en octobre. 14 ans, 15 ans après, est-ce qu'il y a encore de borne à loi de remettre ces affaires au goût du jour, sur le tapis? Est-ce qu'on n'est pas un peu téméraire? Est-ce qu'on ne prend pas un peu des risques inutiles alors que vous en êtes bien sortis? Moi aussi, je m'en suis bien sorti. Ils m'ont tué administrativement, mais ils ne m'ont pas tué physiquement. Attendez, qu'est-ce que vous appelez bien sorti? Je suis vivante, mais civiquement, je suis morte. Vous savez que j'ai traîné en France pendant des années avec plus d'adresse, plus de compte en banque, c'était saisi sans arrêt, plus de sécurité sociale, plus rien. Et les gens qui m'hébergeaient à Paris, quand je passais faire une télé pour pouvoir vendre un livre et pour me défendre encore, puis plus j'étais dans la lumière, plus je me sentais en sécurité, parce qu'à chaque fois, je disais, si on me tue, ça sera... Et les gens qui m'hébergeaient à Paris pour une nuit avaient des perquises le lendemain. Incroyable. J'ai vécu comme une fugitive pendant des années. Je venais voir ma mère en cachette. Et quand frappait au portail, moi je me planquais sous un lit.
Là, je foutais ma mère. Et en plus, ils ont pris la maison de ma maman. Ils ont tout fait. Ma mère en est morte d'un cancer. Enfin, ça a été, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Alors que moi, j'ai fait mon boulot et qu'en 91, on me disait, tu auras la Légion d'honneur. Tous les contrats que j'ai rapportés chez Elf ou le contrat des frégates, je peux vous dire, je méritais pas ça. Oui. Donc, parce que là, c'est quand même. Alors, je sais que vous avez enquêté justement sur un assassinat, enfin, qui n'est pas déclaré comme tel, mais c'est quand même la mort de Bérégovoy, qui est quand même stupéfiante. C'est un ancien Premier ministre. Voilà, on va dire quand même quelqu'un qui a été dans le pouvoir avec François Mitterrand, qui a été suicidé, puisque bon, la version officielle nous explique que c'est un suicide et on est censé avaler ça. Alors, je sais que vous avez enquêté sur cette affaire et que, comme vous expliquiez, c'est vrai qu'il y a un espèce de silence complice, voilà, mais total de la classe politique et du monde médiatique qui valide totalement la thèse. On se souvient de Gérard Carrero qui vient nous expliquer il n'y a pas de suicide, c'est n'importe quoi. Même sa veuve, donc c'était Geneviève, Gilbert, Bérégovoy, elle n'a jamais cru au suicide. Elle n'a jamais cru au suicide. Elle a été prise pour une folle un peu. À un moment donné, on a dit oui, mais elle dit ça, c'est parce qu'elle est pleurée, et que c'est une veuve éplorée, etc. Alors que tout converge, et évidemment, je fais référence aux gens qui ont enquêté un peu sérieusement là-dessus, en disant il y a quand même des éléments plus que troublants dans cette affaire. Là, il y a dans l'enquête que j'ai menée pendant 1 an tranquillement, j'ai pu travailler discrètement en 2001 sur toute l'affaire Béré. Donc j'ai vu à peu près 25 personnes dans la Nièvre. C'était facile pour moi parce que j'avais été 4 ans directeur DRG dans la Nièvre. Donc tout le monde me connaissait, me faisait confiance. J'avais connu Mitterrand, Bérégovoy, leurs entourages, les gendarmes, les pompiers, les médecins, tout. Bon, tout le monde, quand je dis je m'intéresse à ce suicide étonnant, tout le monde est venu me confier, me parler, me dire comment ça s'était passé. J'ai récolté des éléments, des témoignages écrits, j'ai pu aller à l'hôpital, je me suis fait mon idée très claire là-dessus. Il n'y a rien pour le suicide, mais il n'y a pas une preuve, pas une. C'est de l'enfumage médiatique. Tout ce qui est constatation réelle sur les terrains, comment ça s'est passé, le minutage, qu'est-ce qu'on a ramassé, qu'est-ce qu'on a constaté sur le crâne de Bérégovoy. Moi, il y a les médecins qui m'ont expliqué qu'il avait deux projectiles dans le cerveau. 2, pas 1, 2. Donc on ne peut pas s'en tirer 2. Et un qui était entier et l'autre qui était en petits morceaux. En plus, c'était un calibre qui ne correspondait en rien à l'arme de son garde du corps, puisque la théorie officielle, c'est il a pris le 357, le manuel 357. Vous avez un orifice d'entrée de 9 mm et ensuite la boîte crânienne qui est complètement... On a des gens qui se suicident avec un 357. La tête, elle est complètement éclatée. La tête de Bérégovoy, elle était intacte. Il y a les photos. Moi, j'ai vu un photographe qui a eu le malheur de prendre les photos du corps qu'on retire. Oui, du corps qu'on retire, et on voit clairement un orifice de balle sur le haut du crâne. Bien sûr. On va pas... Voilà. Alors, j'ai aussi enquêté de façon implacable sur 7 ou 8 cambriolages autour de Bérégovoy. Moi-même, j'étais cambriolé, mais pas que moi. Son photographe à la mairie de Nevers, sa maison de campagne, son attaché de presse à Matignon, et son coffre-fort à l'Assemblée nationale. Qui peut aller faire un fric-frac dans le coffre-fort de Bérégovoy à l'Assemblée nationale ? Ça se passe en février 93. Mais il y a des choses qu'on a complètement occultées, oubliées. C'est qu'à un moment, Bérégovoy se sent tellement traqué. On est en pleine campagne législative pour les législatives de mars 93. Il fait une conférence de presse un soir de février 93 et il dénonce la manipulation dont on est l'objet, la calomnie, etc. Et là, on sent un homme seul. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il est complètement dans le collimateur de quelque chose d'énorme. Et le dernier cambriolage qui a lieu, il a lieu 15 jours avant sa mort, dans la nuit du 15 au 16 avril 93. C'est des inconnus qui vont cambrioler son notaire à Nevers. Et ces gens-là, ceux qui ont fait ce cambriolage, ce sont les mêmes qui sont venus cambrioler ma propre villa 1 an avant. C'est absolument la même façon d'opérer. Moi, je suis allé voir le notaire de Bérégovoy. Il n'a accepté de parler à personne sauf à moi. Personne ne l'a interviewé, ce notaire. Il m'a bien dit qu'après ce cambriolage, Bérégovoy s'était précipité chez lui, mais complètement affolé, en lui disant « Écoutez, tout ça, c'est à cause de moi. J'ai des documents hyper compromettants, des choses terribles pour la classe politique, et ils veulent que je le rende, et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire des casses tout autour de moi pour me faire peur, pour me faire flancher, pour que je cède, que je rende ces documents. »
Et cet homme, Bérégovoy, en 92, il avait fait une déclaration énorme à l'Assemblée nationale. Il voulait lutter contre la corruption. Mais on se souvient de son discours de politique générale qu'a fait. Et tout le monde a pris peur. Ouais. Tout le monde, ils ont eu tous peur. Et en plus, quand il était plus Premier ministre, qu'est-ce qu'il avait comme idée? C'est d'être candidat à la présidentielle. Mitterrand était déjà malade, il avait été vacant, il avait assuré l'intérim en gros de la présidence pendant un mois. Il disait moi je pourrais être candidat, et le programme auquel il pensait, c'est qu'il voulait faire du ménage. Il voulait dire j'amènerai de la moralité dans la classe politique française. En plus, je dirais, il avait la culture pour ça. C'était un ancien ouvrier. Il avait grimpé à la force du poignet. Il n'était pas issu d'une grande famille. Il n'avait pas fait les grandes écoles. Pour lui, arriver aux commandes de la France, c'est peut-être réaliser un rêve de moralisation, de nettoyage. On va faire quelque chose de neuf qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, il paraît dans la classe politique à cause de ça. Il n'était pas du Cénacle. Il était très exclu. Et voilà, il était assez minoritaire parce que un ouvrier qui arrive à être Premier ministre, c'est pas tous les jours que ça arrive quand même. C'était. Oui. Il n'était pas du tout dans le sérail. Ni dans les bons papiers de Mitterrand. Et quand il a fait des déclarations, que ce soit dans l'entourage de Mitterrand ou à droite, partout, tout le monde a été effondré en disant mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? On pensait que c'était un gestionnaire de comptes, le gars du Francfort et tout, et maintenant voilà qui veut nous mettre l'anticorruption, qui veut faire du nettoyage en France, mais inadmissible. Donc sa mort le 1er mai 93, elle est le résultat de mois de travail, de préparation et d'une complicité extrême dans la classe politique. Et il y a une omerta totale. Imaginez que ça soit un camp ou un autre qui ait commandité cet assassinat. Ben, l'autre camp aurait dit mais nous avons là matière de chantage. Or, qu'est-ce qui se passe après la mort de Bérégovoy? Silence total. Tout le monde accepte la version officielle. Personne ne la conteste. Et même aujourd'hui, en 2008, j'ai fait un film avec Francis Gillery sur la double mort de Pierre Bérégovoy. Nous avons quand même retrouvé des jeunes qui ont vu les gars, les deux types des services qui ont suicidé Bérégovoy avec une petite dame qui avait un petit chien au bord de la clairière, au bord du canal. On a quand même trouvé des témoins. Mais vous croyez que la classe politique, enfin que la classe médiatique, les médias auraient enquêté, dit on va creuser? Silence total. Cette personne n'en parle. Laissons les choses comme ça. Il y avait une espèce de consensus. Ouais. Moi, je vois la seule émission, c'est celle, je me souviens, Gérard Carrérou qui dit mais moi j'étais l'ami de Bérégovoy, je vous dis, c'est suicidé, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Ouais. Le plus terrible, c'est que sa femme, quand même, moi j'ai eu l'occasion un soir de rencontrer Gilberte Bérégovoy, qui est une femme effondrée après la mort de son mari, ça n'est jamais remise. Elle a toujours été persuadée qu'on avait éliminé son mari. Elle n'a jamais cru au suicide. Elle n'a jamais cru au suicide. Jamais. Et on l'a pris, etc. On l'a un peu avec. C'est une veuve qui elle est triste, donc elle veut pas. Mentalement, elle n'a plus son équilibre, etc. Voilà. Mais c'est connu. Quand vous dites la vérité, ou on vous extermine par des procès judiciaires, on vous traque, on vous harcèle, ou alors on dit que vous êtes fou, que vous manquez un exemple. On fait tout pour vous décrédibiliser. Surtout que du temps de Mitterrand, il y a quand même une série de meurtres quand même à l'intérieur même de l'Élysée, c'est pour le moins étrange quand même. Pensez à vous parler de François de Grossouvre. François de Grossouvre, évidemment, parce qu'il nous fait, parce que c'est quand même étrange d'aller se suicider sur son lieu de travail. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange, mais bon, encore plus quand on travaille. Alors avec un coup de feu, lui, la version officielle, c'était vraiment le 357 Magnum. Ouais. Et je pense qu'il a été vraiment tué avec ça quand on voit les constatations. Mais il y avait 2 gardes après sa porte, mais ils n'ont rien entendu. Les 2 gardes qui gardaient son bureau, ils n'ont rien entendu. Alors 457, ça fait un bruit, j'imagine. Et François de Grossouvre, qui se savait pertinemment menacé depuis longtemps, et qui avait dit à de nombreuses personnes qu'il était en danger, qu'il avait reçu des menaces précises, etc. Lui aussi, il avait été dans le sérail, il était au cœur de nombreux secrets autour de Mitterrand, et il avait sans doute envie de parler, et c'était inadmissible pour le système Mitterrand. Et globalement, mais le système Mitterrand n'est pas qu'un système de gauche, c'est un système de compromission organisé dans toute la classe politique française. Et à l'époque, il avait un très bon comparse, c'était Pasqua. Donc entre Mitterrand et Pasqua, les ponts étaient très bons. Et il y avait Charras qui œuvrait du côté de François Mitterrand, et le gars aussi qui commençait à s'occuper des affaires d'argent du côté de Pasqua, il faut quand même dire, c'était Sarkozy. Sarkozy a été le ministre du budget après Charras. Charras lui a passé les clés et les combinations, et il lui a passé tout en même temps. Donc après, quand on voit que Sarkozy, en 2007, est élu avec le soutien de Michel Charras au 2e tour, faut pas l'oublier, ça. C'est qu'il n'a pas soutenu Ségolène Royal. Incroyable d'ailleurs. Il a dit non, je porte mon soutien à Nicolas Sarkozy. Ça montre qu'on n'est plus dans la gauche et la droite. On est dans l'entente mafieuse. On est dans une entente mafieuse.
On est dans l'entente mafieuse. Et la France n'a jamais été autant mafieuse que sous Nicolas Sarkozy. La justice commence un peu à se défaire des griffes. Par exemple, on a eu quand même dernièrement la condamnation de Guéant, qui quand même, je dirais, c'est une première d'avoir quand même un ancien ministre de l'Intérieur condamné pour détournement de fonds. Il y a des années, ça aurait été impensable, inimaginable. Donc il commence à quand même avoir une justice qui essaye de se sortir des griffes. Mais je dirais que l'apothéose du système Mitterrand, c'est la présidence Sarkozy pour moi. C'est là où on a eu le plus de corruption et le plus d'affaires. Oui, parce que Sarkozy, effectivement, là, il y a une affaire qui est en train de lui sauter à la figure, c'est ces fameuses, justement, rétrocommissions sur l'affaire qui est liée apparemment à Thomson aussi, puisque tout ça est lié aux frégates. Et enfin, lui, c'est le volet Karachi, c'est pour ça qu'on en parle souvent. La grosse affaire, c'est aussi Kadhafi. Évidemment, voilà. L'affaire Kadhafi aussi. Bon, c'est un truc énorme. Parce que, je dirais, l'histoire du marché des frégates de Taïwan ou d'Elf, c'est du financement, c'est de la rétrocommission franco-française, mais faite autour d'affaires pétrolières et industrielles. Je dirais que là, il y a du business, on achète, on vend du pétrole, on vend de l'armement, on vend des équipements militaires, et derrière, il y a des rétrocommissions. Mais dans l'histoire avec Kadhafi, on est vraiment dans la corruption, la pure. Pure politique, parce que c'est-à-dire que Sarkozy donne de l'argent pour la campagne de Sarkozy. Non, c'est Kadhafi. Kadhafi, il a besoin d'un retour en grâce sur la scène internationale. Il en peut plus de son embargo. Il a vu comment avait fini brutalement Saddam Hussein en Irak. Il veut pas que ça lui arrive. Et il cherche un allié occidental et quelqu'un qui aime l'argent. Donc Kadhafi était bien renseigné. Il savait que c'était un bling-bling, Sarkozy. Il savait qu'il était les belles filles, les belles voitures, les Rolex et tout. Bon. Donc il s'est dit, ce gars-là, je vais le ferrer, je vais l'acheter, etc. Et grâce à lui, je vais être présentable sur la scène internationale. D'ailleurs, après, Kadhafi a été reçu comme un grand chef d'État par Berlusconi, par les Anglais, en fait, etc. Et ensuite, on a une histoire, une tragédie grecque avec Sarkozy, Kadhafi, c'est-à-dire que après il y a une incompréhension de plus en plus forte. L'autre il comprend pas, il l'a payé. Kadhafi a eu jusqu'au dernier moment du mal à croire que l'armée française allait venir le bombarder, le renverser. Lui, il n'arrivait pas à croire. Il croyait que Sarkozy respecterait sa parole. Il a eu du mal à comprendre que l'autre se retournait complètement. Il a dit mais c'est pas possible. Et jusqu'aux dernières semaines, pour lui, ce qui lui arrivait, c'était invraisemblable que le type qu'il a payé, qu'il a aidé à monter sur le trône, se retourne contre lui. Mais c'est digne de Troie, ça. Hein, c'est une tragédie grecque complètement. Voilà. Mais si on veut le tenir les leçons de tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? D'abord, les affaires Elf et Taïwan, elles sont révélatrices de mœurs politiques et financières des années 80-90. Maintenant, je pense que ça existe aussi, mais peut-être qu'on a tiré les conclusions de ces choses. Ça se fait peut-être de façon un peu plus fine. Ça se fait de façon peut-être encore plus secrète, on est plus prudent, etc. Et quelque part, je reviens à ce que je vous disais, la mondialisation. On a noyé ces choses. On les a noyés dans des... Maintenant, on vous dit bien, il n'y a plus de commerce, les États n'existent plus, les États disparaissent, on fait des trucs... Voilà, donc c'est beaucoup plus facile maintenant de faire passer la corruption sur des grandes affaires énormes, où il n'y a plus une entité, il n'y a plus un État responsable, on est dans le magma. Et d'ailleurs, Elf a été englobé par Total. Elf a perdu son entité personnalisée. Alors que c'est Total qui aurait dû... Mais bien sûr, mais c'est aussi une histoire d'image de... le fleuron de l'industrie française. Mais bien sûr, quelque part, alors il y a peut-être l'autre vision qu'on peut avoir des choses, c'est que est-ce que Elf n'avait pas été victime d'un travail de sabre de démolition américain, de la part des Américains? Thomson également. Donc c'est pour ça que quand on veut lutter contre la corruption, il faut aussi faire attention de ne pas non plus porter préjudice excessivement à son propre pays. Parce que les Américains sont très forts pour vouloir nous culpabiliser sur la corruption, alors que chez eux, excusez-moi, ça marche très fort. Ça marche très fort. Alors j'ai peut-être parlé un peu trop longtemps. Peut-être que... Non, pas du tout. Eh ben, au sujet de ça... C'est clair que Elf était de trop. Les Américains voulaient se la baisser. Je me rappelle quand j'allais en Afrique avec Alfred, il me parlait toujours de ces combats avec les Américains qui voulaient prendre le contrôle là, parce qu'il fallait se battre tout le temps. Bien sûr. Des histoires épouvantables. Bien sûr. Ça.
on crée des factions, on fout des guerres civiles, il y en a un dans le camp, l'autre qui est payé par l'autre, enfin et on tue des civils. Hein, parler de la guerre au Congo, par exemple. Mais ça, c'est vrai qu'effectivement, à qui profite le crime ? Les Américains devaient être ravis. Et souvent, moi au début, je ne pensais pas à tout ça. Quand tout ça m'est arrivé, quand j'étais à Fleury-Mérogis 6 mois, j'ai eu le temps de penser. Mais je me disais, mais enfin, je voyais cette magistrate, Eva Joly, tellement accro, mais accro. Je ne comprenais pas, je me disais déjà à l'époque, je me disais, elle fait du mal à Elf. Elle fait du mal à Elf. Et beaucoup plus tard, j'ai compris. Et je crois que même Roland Dumas, dans une interview dans Le Figaro, je crois, dans les années 2000 ou 99, le disait. En fait, il y a toute cette affaire, Elf, Roland Dumas, bon alors Roland Dumas, Christine. Roland Dumas, c'était peut-être moins important pour les Américains, mais c'est important pour Eva Joly, parce qu'elle voulait se payer... le 4e ou 5e homme d'État, ça lui faisait un truc là sur la cheminée, et donc elle le voulait pour satisfaire sa carrière. Parce que je me souviens que quand je suis sortie après 48 heures de garde à vue, j'étais avec le patron de la brigade financière dont j'ai oublié le nom, et qui m'a dit dans la voiture à l'oreille, on me conduisait au palais de justice, il était minuit, et il m'a dit à l'oreille, si vous donnez à Eva Joly et Roland Dumas, vous n'irez pas en prison. Et là, je me suis dit, attends, moi je connaissais la justice française par des divorces. Ça n'avait rien à voir. On est où là? T'es bien naïve là. Je suis... Mais j'ai appris au fur et à mesure, hein, à mes dépens. Et je me dis, attends, c'est quoi? C'est un chantage? Donc on me met en prison pour me faire parler. C'est quoi? C'est du chantage judiciaire? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça a été dénoncé d'ailleurs par les avocats à l'époque. Je crois que ça a changé un petit peu ça maintenant. Il y a 2 juges pour la mise en détention provisoire. Il y a le JLD, bien sûr. Maintenant, il y a le JLD. Ouais. Voilà, il y a 2. Là, j'étais vraiment sur une folle furieuse. Folle furieuse. Mais en même temps, je me disais, et en plus, bon, elle veut du mal, j'ai tenu bon, moi je n'avais pas du tout envie, donc j'ai fait mes 6 mois de prison, et avec des extractions tous les jours de Fleury, j'ai perdu 20 kilos, enfin c'était l'horreur. Mais en même temps, je me dis, ah oui, une folle furieuse. Et à chaque fois que je disais, Madame le juge, j'arrivais, on m'extrayait à 7h du matin, 6h du matin, sortie de la cellule, dans le froid, en plein hiver. J'arrivais au palais à 9h, elle me faisait attendre jusqu'à 15h, 16h. Oh là là là. Donc, vous savez, la souricière au palais de justice, c'est quelque chose. Hein. Vous avez un truc pour faire pipi, et puis vous avez un bout de sandwich dur qu'on vous a donné avant de partir, et c'est tout pour la journée. C'est pour vous mettre la pression, quoi, en fait, ça. C'est affreux. Et après, elle me faisait menotter, alors que c'est interdit pour les femmes dans l'enceinte du palais de justice. Moi, me menotter pour bien me repasser. Et elle me faisait rentrer dans son bureau. Elle me faisait d'abord attendre dans le couloir pour que tout le monde me voit bien menotter, sale, détruite, avec des pantalons trop larges tenus par des ficelles. Enfin, c'était l'horreur. Et elle raccourcissait au fur et à mesure ses jupes. On voyait les panches jartelles étaient de plus en plus freluches et tout. Plus je me dégradais, plus ma juge prospérait. C'était assez impressionnant d'ailleurs. C'était une guerre de femmes hein, aussi. J'étais jalouse. Bref. C'était terrible. Et je rentrais dans le bureau et là, elle recommençait. Roland Dumas, la princesse, c'est comme ça. Madame le juge, si vous voulez, Roland Dumas, et si vous voulez par là même en avoir d'autres, ouvrez le dossier des frégates. Quand je lui disais ça, vous savez ce qu'elle faisait? Elle cramponnait le bureau comme ça. Tous ses yeux sortaient de la tête, elle se mettait à trembler et disait: Xavier, ici on ne parle pas des frégates à Taïwan, on ne touche pas à Monsieur Gomez, c'est bien, remettez-les les menottes, renvoyez-les. Donc il voulait pas parler de ces frégates, Le soir, je me retrouvais à Fleury-Mérogis, j'avais raté la soupe du soir, le ventre vide, et on me faisait, à 10h du soir, on revenait, Madame Devier Jean-Claude de ma palais de justice. Alors, quand m'extrait 1 fois par mois, elle m'extrayait tous les jours pour me faire craquer, lumière allumée la nuit pour pas que je dorme. Oh là 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 là, c'est horrible. Elle m'a torturée, celle. Et pourquoi elle faisait tout ça? D'abord, elle a voulu, parce que Dumas est venu après. Ce qu'elle voulait, c'était Loïc, c'était Elf, c'est foutre toute cette équipe, foutre la merde. Et j'ai appris bien longtemps après, et je pense que vous allez peut-être pouvoir m'aider, qu'il y avait un cabinet à Paris. Il s'appelait le cabinet Kroll. Kroll, oui, bien sûr. K-R-O-D. Oui, mais je connais bien Kroll, bien sûr. Le gîte de la... Vous allez m'en dire plus si vous connaissez. Parce que ça alors vraiment, j'en profite ce soir.
de la CIA. Oui. Et qui aurait monté tout ce dossier Elf, Roland Dumas en plus, et que Eva Joly travaillait pour lui. Ah bah, juste